Nous tenons à remercier Joël Bouvier de l'Alliance Ronald du Livre qui nous accueille ici pour cette rencontre pour des Chili. Je disais tout à l'heure à Mauricio Hispani qu'il y a 15 ans, lui, il était là, Mauricio Lectora, pour présenter son premier roman. Donc, coïncidence. Et c'était à l'époque, il y a 15 ans, une rencontre tout de Chili. Donc, aujourd'hui, c'est magnifique encore, une rencontre tout de Chili avec déjà, et je remercie, décidé et Alain Frappier, plus Maurice Lectora qui est devant nous. Je dois introduire aussi les modérateurs de cette rencontre. Alors, Marianne Sémillé-Blanc, c'est pas pratiquement. Il a fait déjà il y a 15 jours une chronique autour du roman de Maurice Lectora. Donc, Marianne Sémillé-Blanc est d'origine argentine. Elle est docteur d'études ibériques, professeur de l'université, notamment à l'université de Lyon-Lumière. Elle travaille sur la mémoire et l'autobiographie dans la littérature espagnole et latino-américaine. Ça y est, vu directement cette présentation dans la fac. Olga Babi, d'origine chilienne, elle est enseignante espagnole, licenciée en philosophie et sociologie. Elle est aussi un fondateur de la revue Nouveau Espace Latino, ainsi que du Festival littéraire del Latino. Merci pour votre présence et je laisse le modérateur ouvrir la rencontre. Merci. Bonsoir. Donc, nous avons, comme il vient de le dire Januario, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, d'accueillir aujourd'hui trois écrivains, trois auteurs. Maurice Lectora, écrivain chilien, pour son dernier livre publié en France, Petit cimetière sous la lune, avec qui nous pourrons dialoguer à distance depuis Santiago. Et lui, il pourra aussi nous interrompre parce que les autres invités sont décidés et Alain Frappier, des auteurs français de romans graphiques, chacun à leur manière, et ils vont nous parler du Chili. Du Chili qui s'apprête à une votation historique le prochain dimanche 25 octobre. Les Chiliens sont appelés à voter pour remplacer la constitution de Pinochet. Cette votation est le triomphe, je dirais, la victoire d'un peuple en révolte. Ce peuple s'est révolté le 18 octobre de l'année 2019. Ce serait donc pour nous également une occasion pour rendre un hommage à Salvador Allende, parce que le mois de septembre passé, on commémorait les 50e année de son élection à la tête du pays en septembre 1970. Donc, je vais d'abord vous présenter Desirée et Alain Frappier, des auteurs de romans illustrés. Elle est autrice et scénariste, lui auteur et dessinateur. Ils ont publié ensemble 5 romans graphiques. Leur travail, à la fois engagé, sensible et très personnel, mêle des récits de vie, d'histoire, en s'appuyant sur des recherches très appuyées, et sur des importantes recherches historiques et bibliographiques. On le verra à travers l'entretien. Ils vont nous raconter. Ils ont une volonté de témoigner à travers une vision propre de certains événements qui les ont marqués, sûrement. Et leur travail, parce que ce sont des romans illustrés, donc comme je viens de dire, on voit la grande maîtrise des codes de la bande dessinée. Donc, qui sont Desirée et Alain Frappier? Desirée Frappier est née à Paris en 1959. Elle est autodidacte, exerce plusieurs métiers, comédienne, costumière, animatrice, journaliste et scénariste.
C'est elle qui écrit les textes et les scénarios. Alain Frappier est né à Gaza, en Tunisie, en 1952. Il a été formé à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Il est peintre, graphiste, illustrateur. Il travaille pour le CNDP, le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, la Cinémathèque. Robert Lienel, Universal, les éditions Altier, achète littérature entre autres, et avant d'avoir une orientation purement personnelle. C'est lui l'auteur des illustrations. Et je vais vous présenter donc l'œuvre du couple Frappier, de Désiré et Alain Frappier. Ce roman graphique, donc le premier qui sont publiés, c'est Dans l'ombre de Sharon, en 2012, édition de Mon Conduit. Il fait référence à l'affaire de violence policière de la station de métro Sharon en 1962. Ensuite, La vie sans mode d'emploi, putain d'années 80, la même maison d'édition en 2014. C'est la vie de l'héroïne qui en fait est celle de Désirée elle-même. Et puis, il y a Les choix, La ville brûle, édition La ville brûle, 2015, qui a été réédité cette année par la même maison d'édition qui a publié les livres sur le Chili, Steinkies. C'est un récit, une nouvelle fois autobiographique, qui revient sur les combats de la légalisation de l'IVG. Je te passe la parole pour que tu puisses présenter Mauricio. Bonsoir et merci d'être là dans ce temps difficile pour nous accompagner. Et je vais brièvement présenter Mauricio Victoria, qui est né à Santiago de Chili en 1960. Il étudie le journalisme et la littérature à l'Université de Chili et s'installe à Barcelone en 1981. Il poursuit ses études à l'Université de Barcelone et obtient un diplôme en philologie hispanique. De 1987 à 2005, il vit à Paris. De retour au Chili après cette date, il enseigne la littérature à l'Université Diego Portales et tient la chronique littéraire du journal El Mercurio. Il dirige également les ateliers d'écriture. Comme écrivain, il publie d'abord deux recueils de poésie en 1987 et 1989, puis un roman policier, Le paradis, 3 fois par jour, et pareil sobre Quesadilla, en 1995, qui a été édité en France par Gallimard. Près de 10 ans plus tard, en 2004, il signe Sartre et la citroneta. Le titre en espagnol, c'est La burla del tiempo, roman où il évoque par le truchement de son héros ses souvenirs des militants étudiants contre la dictature de Pinochet dans les années 1980, mais aussi la difficile réconciliation avec ceux qui l'ont dénoncé alors que ce pays déchiré par les camps politiques opposés semble ne plus exister. Et je dis semble parce qu'on va se rendre compte tout de suite qu'il est toujours aussi divisé. Et en 2009, il publie La sigla que van quedando, roman pas encore traduit en français. En 2018, paraît en France, chez Métaillé, Petit Cementerio sur la Lune, Pequeño Cementerio bajo la Luna, le livre autour duquel nous allons nous entretenir ce soir. Il a également écrit et publié deux recueils de poésie, Un buey sobre mi lengua, 1987, et Fuerte Miente Llorando, 1989, un recueil de nouvelles, Nunca fui a Tijuana et autres contes. Je laisse maintenant Olga pour se référer aux ouvrages du couple Frappier qui nous présentent ce soir. Bon, je vais vous présenter donc les deux livres que Désiré et Alain Frappier ont consacrés au Chili. Donc, le premier livre qui a été publié en 2017, toujours pour les éditions Steinkies, il s'intitule Là où se termine la Terre. L'action se déroule donc au Chili et c'est un pan de l'histoire chilienne qui va de 1948 à 1970.
c'est un travail énorme. Donc l'année 70, année où Allende arrive au pouvoir. On suit l'itinéraire d'un Chilien, Pedro, fils de l'écrivain Guillermo Attias, dont la vie est étroitement liée aux évolutions du Chili. On voit dans cet récit avec précision l'environnement et la vie politique et culturelle de l'époque. On y retrouve l'effervescence politique, artistique et intellectuelle qui participe à l'élection de Salvador Allende. Je vous dis donc, par exemple, dans un des films, Patricio Guzmán, il explique que cette époque, avant l'élection d'Allende, et les premiers 5 mois de l'élection d'Allende, c'était comme un état qu'on appellerait un état comment dire, amoureux. Il avait une telle effervescence au Chili que c'était quelque chose d'une effervescence jamais vue. On assiste aussi dans les livres, on voit les brigades de Pantimira, les fameux trains de la Victoria. Les trains de la Victoria, c'était un train parce qu'Allende, pendant sa campagne électorale, il a parcouru tout le Chili. C'était quelque chose de très émouvant parce que ce train passait par toutes les villes, train qu'aujourd'hui n'existe plus parce que depuis la dictature, les trains sont disparus. Ce train était accompagné par la population qui l'acclamait dans toutes les villes. Et on assiste aussi dans cette période, avant l'élection d'Allende, à ce qu'on a appelé la Révolution à la liberté. La Révolution à la liberté, c'était un programme qui a été lancé par la démocratie chrétienne avec Eduardo Frei, qui était lui, qui a gouverné le pays jusqu'à l'année 69. C'était une tentative de faire des réformes dans le pays afin d'éviter une escalade révolutionnaire. Malheureusement, le processus a échoué et s'est terminé dans le sang. Donc, dans ce premier tome, qui s'arrête en 70, lorsque Salvador Allende était lui, on voit à travers l'enfance et l'adolescence de Pedro un quart du siècle de l'histoire chilienne, qui est l'histoire, comme tout le monde le sait, donc des années 50 aux années 70, c'est la période de la guerre froide, où l'Amérique latine est au milieu de cette guerre froide. La révolution cubaine qui provoque les craintes des États-Unis et l'émergence de mouvements révolutionnaires qui éclatent dans toute l'Amérique latine et au Chili. Sur cet ouvrage, il existe une traduction au Chili qui s'appelle Donde se termina la tierra, qui est publiée par les éditions Tiempo Robado en mai 2018. Et aussi une traduction italienne intitulée La dove finisce la terra, préfacée par l'écrivain chilien Luis Sepúlveda, décédé récemment à cause du Covid. Et puis en 2020, apparaît et publié un autre ouvrage, un autre tome qui s'intitule avec un très beau titre, Le temps des cendres, toujours par la même maison d'édition. C'est la suite de cette histoire inédite, c'est-à-dire cette histoire, c'est l'histoire inédite de l'élection d'un président socialiste qui arrive au pouvoir par la voie des urnes. Il nous raconte donc ces 1000 jours du gouvernement de Salvador Allende, c'est-à-dire 300, un peu moins de 300, 1000 jours exactement. Il nous montre toute l'effervescence encore, tout le travail des milieux populaires, des classes populaires et aussi des intellectuels, des artistes, pour soutenir ces gouvernements, les programmes. Il nous fait voir les programmes de Salvador Allende, ces 40 premières mesures qui sont publiées aussi dans les livres, qui sont très importantes.
le temps des ombres, donc es l'histoire chilienne qui s'ouvre dans son prologue, ce que j'ai commenté tout à l'heure avec Alain et décidé. Dans le prologue, dans le premier dessin, quand on ouvre le livre, on voit un homme avec un jeune homme qui s'envole avec une charrette et qui montre un petit peu cet élan qui naissait au Chili, cet élan très important. Donc c'est une image d'espoir. Mais malheureusement, lorsqu'on connaît l'histoire, on sait que Jorge Miller, celui qui a fait cette photo qui a dessiné Alain Rabier, a été donc le caméraman de Patricio Guzmán. Elle fut arrêtée en novembre 1974 et il est avec sa fiancée parmi les milliers de disparus du Chili. Donc, une histoire qui commence une utopie qui se termine en tragédie. Donc, je vous ai raconté donc cette photo, et cette photo qui est une belle photo, malheureusement c'est le présage de ce qui adviendra, que tout le monde connaît. Les personnages dans ce roman illustré, les protagonistes sont et témoins de cette période sont Soledad López Marambio, qui a 15 ans, et Ricardo, 18 ans. Ce sont des personnages témoins, ce sont des vrais personnages, ce ne sont pas des personnages de fiction. C'est elle qui raconte, lui et Mame Dimir, mouvement de la gauche révolutionnaire, et elle fait partie d'une famille de 9 enfants dont les parents sont des paysans sans terre, des paysans pauvres. Soledad et Ricardo se rencontrent en août 1970 sur un campamento Rigoberto Zamora. Au Chili, dans les années 60-70, il y avait un problème énorme, c'était le manque de logement. Donc, pendant toutes les années, à partir du gouvernement d'Eduardo Frei, existait ce qu'on appelait las tomas, c'est-à-dire l'occupation de terres pour construire des maisons pour les gens les sans-toit. Donc, le Chili de 60 manquait terriblement de logement, les familles pauvres vivaient dans des bidonvilles, ce qu'on appelle las callampas. La callampas, ce sont les champignons. Au Chili, on appelle callampas parce qu'ils fleurissent et brottent un peu partout. Le couple va se marier, il aura 2 enfants et ils vont s'impliquer jour après jour dans les luttes de l'unité populaire. L'unité populaire, c'était la coalition du centre-gauche qui a soutenu la candidature de Salvador Allende. L'histoire d'amour portée par l'enthousiasme des 1000 jours de la présidence de Salvador Allende prendra tragiquement fin avec elle, comme fut le cas de nombreux militants de l'unité populaire. Je vais vous présenter maintenant le livre, le roman du Maurice Victorin dont nous allons parler ce soir. Et le titre, je vous le rappelle, c'est Petit cimetière sous la lune. Le protagoniste, Emilio Ortiz, quitte le Chili durant la dictature de Pinochet, non pas pour échapper au militaire, mais pour prendre distance avec sa famille. Je cite, réunion de race des commerçants, colonisés par un père autoritaire et chef d'entreprise dont il ne partage pas les idées. Sa décision de partir faire un doctorat en linguistique à Paris s'écarte résolument des attentes qu'on a pu déposer en lui et le distingue des trajectoires toutes tracées et son frère et sa sœur semblent vouloir suivre. Le récit de son expérience parisienne condense une série de topiques littéraires du roman d'initiation. Le premier amour avec l'insaisissable Chloé, qui disparaît un jour sans laisser des traces et qui
Il cherchera plus tard pour apprendre qu'elle avait toujours été mariée et avait menti sur son identité. La recherche du travail en tant qu'immigrant désargenté, quoique l'une de ses tantes chiliennes contribue à subvenir à ses besoins élémentaires. L'étrangeté d'un milieu quelque peu marginal, composé surtout d'autres déracinés. Les difficultés pour se loger et surtout le délitement progressif de son projet intellectuel. Sans amertume et avec une naïveté déconcertante, il explore l'expérience quotidienne, observe les petits éléments de chaque jour depuis son poste de veilleur de nuit dans un hôtel plus ou moins trouble, s'interroge sur le mystère qui entoure Chloé et s'adonne aux jeux érotiques. Tout cela est raconté avec un délicat mélange d'humour, d'ironie et de fatalisme. Les désillusions s'enchaînent, projet, amour, lien personnel. L'expérience du mensonge, de la fausseté, de la manipulation se réitère au point d'effacer parfois les frontières labiles entre la vie réelle et la vie imaginaire. L'itinéraire d'Emilio façonne ainsi une figure de loser lucide, un anti-héros qui, face aux difficultés de l'exil volontaire, se laisse distraire de ses objectifs en privilégiant l'apprentissage de la vie, ses énigmes et ses perplexités, jusqu'à assumer librement le choix d'une marginalité indépendante et modeste qui lui permet de se libérer de tous les mandats social, intellectuel, familial, émotionnel, grâce à un travail constant de démythification. Pourtant, et puisque nous sommes en train de parler de l'histoire chilienne, et en particulier de la période du mandat de Salvador Allende et du coup d'État qui a provoqué sa mort, il faut signaler que dans le parcours, ce parcours, en sourdine, il y a des éclats tout puissants, même violents, et qu'ils ont toujours un rapport avec le pays immigrant, avec des interférences cycliques de l'histoire chilienne dans la vie de sa famille, et donc la sienne, qui l'oblige pour 2 fois à retourner à Santiago et à faire face à des révélations douloureuses. Bon, ma première question pour décider à l'art. En ce qui concerne donc les 2 ouvrages qui sont consacrés au Chili, la première question qui vient à l'esprit est pourquoi votre intérêt pour le Chili? Justement, ce pays lointain, situé dans la région que les grands spécialistes de l'Amérique latine ont remarqué et désigné comme l'extrême occident. Là où la Terre se termine, donc c'est le premier tome, qu'il a été et quel est votre lien avec le Chili? Je commence. D'abord, je pense que tous les Français ont un lien avec le Chili. Et je pense qu'il y a un lien qui est... en fait, il n'y a pas vraiment de lien volontaire. Il y a d'abord un lien qui s'est fait avec justement le coup d'État de Pinochet, parce que ça a eu des résonances très très fortes en France. Ça a vraiment bouleversé notre génération à nous, de savoir ce qui s'était passé, de voir tous les exilés chiliens qui arrivaient, tout ça. Moi, j'étais adolescente, hein, j'étais jeune quand ça s'est passé. Mais ça a été mon premier vrai contact avec la violence, de rencontrer des gens qui avaient été torturés, ça m'était jamais arrivé avant, en fait. Hein. Donc il y avait cette résonance-là que je gardais depuis toujours. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Pedro Attias, qui était un peu le fruit du hasard, mais à la fois on parle de hasard, mais il y avait sûrement un intérêt qui fait qu'on a rebondi sur cette rencontre. Et il avait sa volonté à lui d'utiliser le roman graphique, parce qu'en fait, c'est ça qui l'a intéressé, c'était notre travail sur le roman graphique, parce que je pense que lui, il avait l'impression d'avoir tout perdu avec la dictature, parce que on est tous des exilés de l'enfance, parce qu'il parle beaucoup de l'enfance, hein, on parle beaucoup de son enfance. On est tous des exilés de l'enfance, c'est quelque chose dans lequel on a tous souvent envie de revenir, mais quand on est un exilé, on ne peut pas revenir dans son pays, on perd aussi toutes les odeurs de son enfance. Et moi, si je veux revenir dans le lieu de mon enfance, je peux. Lui, il n'a pas pu pendant plus de 17 ans. Et quand il est retourné à Santiago, tout avait été démoli, détruit. Donc, il avait besoin qu'on
qu'on recolle le puzzle de cette enfance, je crois, au niveau justement des odeurs, de la musique, de la maison familiale, de tout ça qui, bon, après, son père est mort juste après, sa sœur a immigré en Suède, donc tout a été, bon, il y a eu 2 ans de prison, la torture, tout ça, c'était parti là. Donc ça a été la deuxième raison. Et après, il y a un lien qui s'est fait maintenant très fort et en faisant des livres, et qui a fait qu'en plus, la raison pour laquelle on a fait un deuxième et qu'on va en faire un troisième, c'est qu'en fait, plus on plonge dans l'histoire chilienne, plus on s'aperçoit qu'elle est le moteur de l'histoire mondiale. Aujourd'hui, on a dit que ça avait été le laboratoire de l'ultralibéralisme, mais c'est vrai. Et moi, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au Chili, la violence des répressions et tout ça, j'ai l'impression que déjà la France, c'est presque pareil, ce qui s'est passé, mais que j'ai l'impression d'avoir mon futur, en fait, dans les événements actuels au Chili. Et je trouve ça, bon, même sur la privatisation de l'eau, sur le fait qu'il n'y a plus qu'on est toujours sur vous en aviez parlé tout à l'heure, par rapport à Pinochet et la constitution de Pinochet. Et en fait, nous, peu à peu, on est en train d'enlever et les hôpitaux, et la retraite, et l'école. Et le grand problème du Covid aujourd'hui, c'est quand même qu'on a réduit toutes les places dans les hôpitaux. Alors maintenant, on dit que les hôpitaux sont bondés, mais avant, il y avait des hôpitaux qui pouvaient accueillir. Et l'hôpital devrait être, normalement, le rôle de l'hôpital, ça devrait pouvoir faire face à une épidémie. Parce qu'il y a toujours eu des épidémies, ce n'est pas une nouveauté. Donc pour moi, le Chili, c'est nous. Vraiment, on dit le Chili si loin, si proche. Et vraiment, voilà. Et en plus, on a fait des rencontres avec les gens du Chili qui ont été. Moi, je sais qu'il y a plusieurs types de personnes au Chili, mais nous, le fait est que les gens qu'on a rencontrés, c'était des gens tous assez merveilleux. Donc, ça n'a fait que renforcer notre envie parler du Chili, par exemple, Soledad, notre dernière héroïne. Moi, je suis vraiment très très contente parce que je me dis c'est vraiment une chance pour nous que le roman graphique nous permette de pouvoir rencontrer des gens pareils et que ces gens-là nous confient leur histoire parce qu'en fait, c'est pas la même chose que de raconter une histoire que d'écrire parce qu'après, il y a le travail d'écriture. Et souvent, quand on parle de littérature, on parle d'imaginaire, mais nous, notre imaginaire, il se construit dans le réel. Et en fait, plus on a d'éléments du réel, plus on peut construire l'imaginaire, c'est-à-dire tout d'un coup devenir Soledad, parce que je pense que écrire l'autre, c'est devenir l'autre aussi. Le dessiner, c'est pareil. Et donc, voilà, les livres qu'on fait créent des liens très très proches avec les gens, en fait. Hein, et ce qu'il y avait avec Soledad, je voulais le dire par rapport au récit sur l'unité populaire, parce que Pedro, il avait envie de reconstruire son enfance. Après, c'est nous qui nous sommes aperçus qu'il est né en 48, et que 48, c'est la création de la CIA, que quand il a 10 ans, c'est Cuba qui va avoir des répercussions sur toute l'Amérique latine, et qui va faire exercer encore plus de pression par les États-Unis. Mais après, quand il a 20 ans, c'est comme ce qui se passe à peu près, c'est mondial. En 67, dans tous les pays du monde, il y a cette révolte par rapport à la guerre du Vietnam, par rapport à... Voilà, qui sont... En fait, les gens étaient assez... On a parlé beaucoup, on l'a dédicacé à tous les romantiques, mais en fait, ces romantiques, ils avaient quand même une vision assez aiguë de ce que pouvait être le futur. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, en fait, on peut comprendre que ces révoltes avaient quand même une raison d'être. Voilà. Et par contre, ce qu'il y a eu avec Soledad de vraiment très fort, parce que les deux livres, en fait, ils se suivent chronologiquement, mais ils sont complètement indépendants, ils peuvent se lire de façon tout à fait séparée. C'est que Soledad, elle raconte cette histoire parce qu'elle veut refaire vivre quelqu'un qui est mort, qui est le père de ses enfants, que ses enfants n'ont jamais vu, en fait, ou qui les ont vus tout petits, ils n'en ont aucune mémoire. Et du coup, elle a voulu refaire vivre cet homme, ce qu'il avait été, et c'est pour ça qu'elle a été qu'elle a eu besoin de raconter beaucoup de détails, beaucoup d'histoires, qu'elle nous a beaucoup aidé dans toute la construction du livre, hein, sur tous les événements et tout ça. Et elle n'avait qu'une photo en plus de lui. Donc là aussi, le roman graphique devient un élément très important parce que ses enfants nous ont dit c'est la première fois que je le vois dans les bras de mon père. Et il peut remettre des images en plus sur l'unité populaire qui a été totalement effacée, volontairement effacée. Donc les images sont importantes. Hein, vous avez parlé tout à l'heure de Dans l'ombre de Charonne, mais Dans l'ombre de Charonne, la grande manifestation de Charonne qu'il y a eu à Paris, sa dernière grande manifestation contre la guerre d'Algérie, c'est pareil. Tout avait été effacé. On n'avait pas le droit d'en parler, il y avait une censure et il n'y avait pas de photographie sur l'époque. Maintenant, on a beaucoup à voir ce qui se passe au Chili ou en France. Il
il y a des appareils portables, on peut prendre beaucoup d'éléments, À l'époque, il n'y avait pas ça. Il y a quelques photos, mais on ne peut pas avoir des souvenirs comme ça de ce qui s'est passé. Et donc, je pense que voilà, ça c'est notre lien avec le Chili passe par rapport au roman graphique. C'est pour ça que je parle du roman graphique, parce que justement, il peut reconstruire des choses qui n'existent plus. Et ça, c'était un lien aussi. Oui. Est-ce qu'Alain, il veut dire quelque chose, non? Moi, je suis de la génération, je suis un peu plus âgé que Désiré. Je suis entre le personnage de Pedro et le personnage de Soledad. Et pour moi, quand j'ai commencé je me souviens de cette période-là par le fait qu'il y avait beaucoup d'attirance et d'intérêt pour la France d'après 68, de voir cette expérience qui se faisait au bout du monde. Et on était très intéressés même plus que par cette expérience chilienne. Et quand le coup d'État est arrivé, ça a été un choc très, très important. En tant que dessinateur et en tant que quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux objets, à se documenter, aux vêtements, tout ce dont on a besoin de connaître pour dessiner, pour représenter les choses. J'ai retrouvé dans des documents qu'on a consultés tout ce que j'ai connu, tout ce qu'on connaissait ici. En fait, le Chili était très proche. Les pattes d'éléphant, les favoris, les grandes moustaches, les cheveux longs, les mini-jupes, c'était quelque chose qu'il y avait au Chili et qu'il y avait en France. Les réunions interminables dans lesquelles tout le monde fumait démesurément, c'était des points communs qu'il y avait entre le Chili et la France et des milliers d'autres choses. Après, quand on voit, je connais pas le livre de Mauricio où il parle de la citronetta dans le titre, mais la citronetta c'est quelque chose d'incroyable quand on avait des voitures comme ça, nous en France aussi, la Mi-6, c'est des sortes de voitures à une carrosserie improbable. Tout ça c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler, à les retrouver, à les dessiner. La musique aussi, la musique est très présente dans le Chili des années 70. Je crois qu'elle est toujours très présente d'ailleurs, mais c'était très proche de ce qu'on écoutait et des intérêts qu'il y avait en France. Donc, quand on a rencontré Pedro, pour nous, ça a été aussi, et pour moi, un déclic qui m'a fait m'intéresser beaucoup plus et me passionner et faire que maintenant, on est, tout en ne parlant pas l'espagnol, on travaille sur le Chili depuis 6 ans maintenant. Oui, en vous entendant, je pense justement nous avons eu l'occasion d'aller au Chili avec 2 écrivains français. Et un de ces écrivains, Jérôme Ferrari, qui a été Goncourt. Jérôme Ferrari, qui est beaucoup plus jeune que nous. Justement, dans le trajet, on allait jusqu'au nord du Chili. Il s'est mis à chanter des chansons chiliennes qu'il connaissait, qu'il avait appris par ses parents, en fait. Et il connaissait, on a été vraiment agréablement surpris de voir comment les générations plus jeunes que nous et plus jeunes que vous, ils ont eu aussi cette approche vers le Chili, parce qu'on a beaucoup parlé en France du Chili, effectivement. Quand nous sommes arrivés en France, il existait un comité Chili ici à Lyon qui avait été créé même avant le coup d'État. Parce qu'ils étaient des gens qui soutenaient le gouvernement d'Allende, qui était attentif à ce qui s'est passé au Chili. Donc c'est bien ce que vous dites, c'est ça. Et je voulais justement, à propos des illustrations, de l'importance des illustrations,
dans les deux ouvrages que vous avez écrits et illustrés, on est frappé par la profonde connaissance de l'histoire sociale et politique chilienne, et aussi par comment, à travers les belles illustrations, la connaissance de la géographie, de la structure des villes. On voit dans les illustrations les immeubles, les monuments, comment vivaient les gens pauvres, les bidonvilles, hein, etc. Tout ça, ce sont des dessins qui sont magnifiques et qui retracent de manière très forte l'histoire chilienne des années 50 à 70 et puis des années 60 à 73. Comment vous avez approché donc cette histoire, parce que vous avez été en contact avec deux personnages, mais toute cette connaissance que vous avez acquis, comment vous avez procédé pour les... Bon, on a procédé de plusieurs façons. En fait, d'abord, on a aussi deux façons de procéder à la mémoire différentes qui sont complémentaires. Mais en fait, d'abord, on a le Chili, parce qu'on ne pouvait pas écrire un livre sur le Chili sans aller au Chili. C'était pas évident pour nous, parce que on connaissait personne au Chili, la première fois qu'on y allait. Mais on était en lien avec une association d'ex-prisonniers chiliens politiques à Paris, qui du coup nous avait donné des adresses, des noms, des gens qu'on a contactés, et voilà, et on est parti, et du coup on a découvert, nous on était, moi pour ma part je n'avais jamais vraiment voyagé, tous les autres livres qu'on avait fait se passaient métro Charonne, j'avais 3 stations de métro pour m'y rendre, c'était assez simple, là il fallait faire 14 000 km, et arriver dans un autre hémisphère, mais justement je pense que le fait qu'il y ait eu cette découverte qui nous a vraiment bouleversés sur l'architecture, parce que c'est vrai que c'est important pour celui qui dessine, mais c'est important pour celui qui écrit aussi, hein, parce qu'on a besoin pour écrire aussi d'avoir l'odeur, d'avoir les dimensions, d'avoir de voir les maisons, de voir les couleurs et tout ça, c'est des choses qui sont très très importantes pour l'écriture, et donc on avait besoin de cette immersion, et on est tout neuf, on a un regard tout neuf de tout. Alors du coup, ça nous permet de voir, parce que quand on a un regard qui a déjà vu, moi j'aime trouver ça aussi dans le livre de Mauricio, parce qu'il décrit Paris, et il y a un Chilien qui arrive à Paris, et j'adore comme il en parle effectivement, parce que c'est Paris dans le fantasme qu'on peut avoir de Paris, et puis Paris qu'on regarde tout neuf aussi, donc avec une certaine clairvoyance que permet un regard qui est propre, je pourrais dire. Voilà, donc ça a été très important. Après, il y a beaucoup d'autres recherches photographiques et tout ça, mais moi, je suis plutôt celle dans notre travail qui va faire tout le travail de rencontre avec les autres. J'interviewe beaucoup de gens, je rencontre beaucoup de gens et qui regardent. Voilà, je prends énormément de photos, je regarde les endroits. Après, il y a tout un aspect documentation pure que je donne plus la parole à l'un, que ce soit pour les Compamento, par exemple, où il a travaillé sur des films, on voit qu'il n'y a aucune lumière. Parce que c'est étrange de vivre dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Parce que moi, quand j'étais petite, je vivais en pleine campagne, il n'y a pas l'éclairage urbain. Donc vous êtes dans un endroit qui est tout noir, où il y a juste des petites lumières pour vous éclairer. Donc il y a des pages très sombres dans l'album. Mais je vais vous en parler. Oui, c'est énormément j'aime bien l'idée du regard neuf, quoi, parce que nous, on a, par exemple, quand on est allé là-bas, c'était en 2016, on est allé 2 mois, on a vu des chiens dans les rues, des chiens qui traînent dans les rues, et en France, c'est fini, ça, depuis longtemps, on n'en voit plus des chiens qui traînent dans les rues. Ils sont mis dans des cages, ils sont attachés. Mais alors, je sais que ça a changé un petit peu au Chili, parce qu'ils ont fait un peu une politique de nettoyage, certains, enfin, mais quand même, c'est incroyable. Et du coup, c'est des choses qui, je sais qu'il y en avait beaucoup à l'époque dont on parle dans nos livres. Donc, c'est des notes qu'on a prises de dire à chaque fois qu'on va faire des moments de décor ou des endroits où des personnages se déplacent. Il ne faut pas oublier de temps en temps de mettre un chien ou 2 chiens qui traînent parce que ça fait partie du décor. Comme l'architecture, beaucoup de rues avec des maisons qui font 1 étage, 2 étages maximum. Alors, je ne parle pas des grandes tours qui ont été construites sous la dictature, mais
là, c'est toutes ces maisons avec ces angles arrondis qui sont typiques de ce qu'on voit au Chili. Donc, je sais qu'on en voit aussi en Argentine, etc. Mais nous, on venait au Chili. Donc, c'est des choses dont on a tenu compte, qu'on a beaucoup remarqué. Et par exemple, justement pour les passages qui se passent dans les campamentos, c'est des endroits qui, comme vous disiez, qui ont été découverts, les Thomas, les occupations illégales de terrain sont des choses qui ont été faites de manière politique, c'est-à-dire que les campements qui se construisaient n'étaient pas des bidonvilles, c'était des campements avec des règles de comportement, les tentes étaient alignées, les gens qui habitaient là, les hommes n'avaient pas le droit de boire, il y avait des comportements qui étaient réglementés. Et donc il a fallu, j'ai demandé à notre témoin, le personnage principal dans le temps des Indes, le Soledad, comment c'était un campement, parce que moi je ne savais pas. Et elle m'a envoyé sur WhatsApp, elle m'a envoyé des croquis, elle a fait des petits croquis en montrant les rues de ces campements, les campements, les toilettes où elles étaient, les campements des responsables, là où elle se trouvait, elle, et où se trouvaient ses frères qui habitaient aussi. Donc, tout ça, c'est des manières de travailler. Aussi, j'ai beaucoup trouvé des choses sur Internet, dont un petit film qui a été tourné en 70, je pense, qui montre un campement avec des gens qui sont en train de manger, des gens qui sont en train de courir avec des bâtons. Et donc, j'ai demandé également à Soledad, mais qu'est-ce que je lui ai envoyé? Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, bah, je connais ce campement, je me souviens très bien de celui-là et de celui-là, je connais son nom, etc. Et parce que c'était le campement qui était juste à côté du leur. Et elle dit, et puis là, les gens qui courent avec des bâtons, c'est des gens qui s'entraînent parce qu'il faut se protéger il y avait des groupes fascistes qui venaient pour faire des interventions cassées, etc. Et donc on s'entraînait pour se défendre. Et puis là, ces gens-là, ces femmes-là sont en train de faire de la cuisine, etc. Donc tous ces éléments, il a fallu qu'on soit très, très ouvert à toutes les choses qu'on a apprises et je pense qu'on a tenté de restituer comme voilà, les images, les sons, les paroles. Momios, c'est une expression qui n'est plus employée aujourd'hui au Chili, mais qui était centrale. Enfin, là-bas, on appelait tout le temps les réacs, les bourgeois, tout ça, c'était des momies, c'était des momios. Donc, ceux qui ne sautent pas sont des momios. Enfin, c'était un slogan dans les manifs. Est-ce qu'on peut montrer les images maintenant ou pas? Deux images. Ah, deux. C'est lesquelles? Ah oui. Enfin, les images qu'on peut montrer, c'est juste des images de la chronologie. On ne peut pas, non? Deux au moins, non? C'est la chronologie, c'est pas des images de la bande dessinée en fait, du roman graphique. C'est juste des images de la chronologie. La chronologie, c'est juste intéressant, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Peut-être que vous pourrez. Il ne faut pas cacher le temps. Voilà, c'est ça. Vous êtes pas. Ouais. Alors, moi, ce que je voulais signaler, c'est que ce temps historique dont on est en train de parler, c'est aussi le temps où s'insère l'histoire racontée par Maurice Lectoral dans son roman. Et même si elle se déroule surtout à l'époque de la dictature de Pinochet et pas à l'époque du gouvernement de Salvador Allende. Mais l'histoire est un flux ininterrompu. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes français, vous écrivez sur le Chili, et tout en étant étranger, vous le faites depuis l'Europe. Lorsque Mauricio, il est chilien, son roman met en scène un Chilien qui est déraciné, qui est exilé, qui vit en France, et ce croisement, il me semble, est déjà en soi intéressant. Et Mauricio, je ne sais pas si tu me vois, si je peux... C'est compliqué de gérer l'espace là, à partir de l'écran. En lisant le roman, il y a au moins deux axes structurants qui ont un rapport direct avec la dictature. Le premier est celui de l'exil,
ou du déracinement, le personnage, il n'est pas un exilé politique, il est un exilé volontaire, mais en même temps, il est entouré d'autres exilés. Et vous avez fait allusion très justement tout à l'heure au nombre d'exilés chiliens qui sont arrivés en France à l'époque de la dictature. Donc, je disais, le premier, c'est l'exil, le deuxième, on le verra tout de suite, mais avant tout, je voulais savoir quelle est l'influence que le déracinement en exil a eu sur ton écriture. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous me recevez bien, si vous m'entendez bien. Moi, je vous entends très moyennement. Donc, je faisais des efforts là pour essayer d'entendre un peu mieux, mais bon. Quelle est l'influence que l'exil a eu dans mon écriture, si je comprends bien, c'est ça ta question? Oui, dans ton écriture. Oui. Puisque oui. Je perds un mot sur deux, mais bon. Disons que enfin, l'exil a eu pour moi une influence très grande. Il a été absolument déterminant parce que tout simplement, moi, j'ai quitté volontairement, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne me suis jamais considéré un exilé politique, dans le sens que personne ne m'a chassé, sauf que la dictature était là, bien entendu, et que bon, c'était un climat assez insupportable, et assez, enfin bref. J'ai quitté le Chili très jeune, à 20 ans, et donc très vite, eh bien, je me suis vu dans je dirais dans cet autre Chili qui était le Chili de l'extérieur. Hein, et ça, c'est quand même une expérience assez marquante parce que en fait, je dirais que depuis le Chili, à l'époque, le Chili de Pinochet, on n'avait aucune conscience, pour ainsi dire, du fait que, ou très peu, du fait que, en fait, le Chili, c'était au moins deux pays. Un pays intérieur, un pays à l'intérieur, n'est-ce pas, ce pays coupé du monde, en fait, complètement cloisonné, où on était très mal ou désinformé ou mal informé, etc., etc. Nous, on était adolescents, je me souviens, en sortant du lycée français, on fonçait chez celui qui habitait le plus près du lycée pour aller écouter les nouvelles de la radio Moscou. Hein, parce que c'était la radio Moscou qui nous informait en fait sur ce qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire à 10 km, à 15 km, de l'autre côté de la ville, justement dans les bidonvilles, dans les populations, n'est-ce pas, dans les quartiers marginaux, pauvres, etc. etc. On n'avait aucune idée de rien. Et donc, en arrivant d'abord en Espagne et ensuite à Paris, évidemment, pour moi, ça a été très important le fait de découvrir qu'il y avait un autre pays. Et ce pays-là c'était le pays de l'exil, où il y avait effectivement des artistes, des intellectuels, des partis politiques, des hommes et des femmes politiques et des hommes et des femmes qui travaillaient et qui s'exprimaient et qui faisaient des choses, n'est-ce pas, en permanence pour lutter contre la dictature. Et ça a été absolument crucial, je dirais, dans ma trajectoire, à tel point que, en quelque sorte, je pense que à l'époque, j'écrivais des poèmes, fondamentalement, et en arrivant à Paris, j'ai changé, en fait. Voilà, j'ai cessé d'écrire de la poésie pour, justement, écrire des récits, parce que cela me paraissait bien plus important, en fait, en quelque sorte, depuis la fiction toujours, hein, mais de rendre compte et en quelque sorte, prendre en charge cette réalité qui était celle d'un pays, voilà, au moins double, comme je vous dis, mais jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et je dirais que ça, c'est un très
très important ici au Chili. Les Chiliens de l'intérieur qui n'ont jamais quitté le Chili ne se rendent pas compte, mais du tout, du fait qu'il y a une culture chilienne de l'intérieur, en quelque sorte faite à l'intérieur, mais aussi une culture chilienne faite à l'extérieur. Et ça, c'est vachement important parce que c'est marquant, c'est un trait je dirais, d'identité, pour ainsi dire, de la culture chilienne, y compris la culture actuelle. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bref, c'est un peu compliqué parce que... Je disais tout à l'heure qu'il y a deux axes justement qui ont un rapport direct avec la littérature. L'un, on vient d'en parler. Le deuxième, c'est le rapport, et je ne vais pas dire de quelle nature pour qu'on aille te dire, et le rapport qu'a le père du protagoniste avec la littérature. Et un rapport sur lequel le fils va enquêter pendant la deuxième moitié du livre et qui fait que, d'une certaine façon, ce que j'ai appelé tentativement un roman d'initiation, un roman de formation du début, bascule d'une certaine façon vers le roman noir, vers le roman policier. Et évidemment, il y a un mélange subtil et complexe des genres dans ton roman, mais il y a aussi cette composante policière qui est d'ailleurs devenue l'une des façons les plus exploitées de parler de politique en Amérique latine, jusqu'au point qu'on appelle ça le néo-policier. Et je ne sais pas quel est, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense qu'on peut remonter au moins vers 1985 et un livre dont je me rappelle d'un compatriote argentin, François Soulaine, qui s'appelait Manuel de Perdedores. À partir de là, il y a eu des grands noms de la littérature, Fabricio Taibo, Gamboa, Slavem, Naglio, etc., qui ont travaillé de façon d'intégrer la politique dans la lignée du criminel, je dirais. Et comment te situes-tu par rapport à cette nouvelle culture néo-policière latino-américaine? Bon, ça c'est une vaste question et d'ailleurs extrêmement pertinente parce que tu as raison, enfin c'est justement l'une des façons enfin, l'une des façons. C'est une adaptation en fait du genre à une réalité sociale et politique qui est celle des pays latino-américains. Moi, je suis enfin, j'ai été toujours un lecteur assez vorace, disons, de romans noirs, de romans policiers en général, surtout de romans noirs. Et donc, quand il faut parler des réalités latino-américaines liées fondamentalement à la répression, aux dictatures, à la corruption, aux diverses corruptions en tout genre, etc., qui traversent les sociétés latino-américaines, je pense que le choix, pour ainsi dire, générique est absolument clair. C'est-à-dire que, bon, on ne va pas faire, du moins pour moi, on ne va pas faire du roman psychologique ou du roman bucolique, etc., n'est-ce pas, sentimental, alors que, bon, la réalité est là, non, la réalité politique. Moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est justement cette confluence de l'histoire, la politique, la littérature. Et donc, le format générique, pour ainsi dire, du roman noir est absolument, enfin, s'impose, je dirais. Hein, et puis, c'est vrai que c'est une tradition latino-américaine aussi bien que française, je veux vous dire. Moi, je suis justement très ami de Juan Sasturey. C'est bien que tu le cites parce que c'est vraiment l'un de mes amis. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi.
Et donc, voilà, c'est tout à fait une espèce de mouvance, quoi, de conception, je dirais, du travail de l'écrivain. Du travail de l'écrivain, si j'ose dire, de la fonction de l'écrivain, de l'importance, de la place de l'écrivain dans une société, dans les sociétés latino-américaines. Mais il y a énormément d'exemples, comme tu dis. Il y a Juan Sasturain, il y a Sergio Ramírez au Nicaragua, il y a plein de gens. Il y a même, enfin, je dirais que le principal étant, qui vient de décéder là, il y a quelques mois, Rubén Fonseca, hein, qui lui est vraiment, à mon avis, qui a été le grand écrivain latino-américain pendant des décennies, sans qu'on le sache, en fait. Parce que, malheureusement, entre l'univers culturel brésilien et l'univers culturel hispanophone dans les pays latino-américains, on se tourne le dos. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, voilà, je pense qu'on a été tous des lecteurs justement du roman noir français. C'est une tradition très française qui est introduite, n'est-ce pas, par les Français. Et donc, comme on est, voilà, moi j'ai dévoré, je me souviens, les romans de Monchette, etc. Enfin, les romans de la série noire en général. Et voilà, c'était tout naturel, si j'ose dire, d'en aboutir là, quoi. Alors, tu parles là des traditions littéraires, de la tradition française que beaucoup d'écrivains latino-américains incorporent. Il y a d'autres traditions littéraires latino-américaines qui sont très présentes dans ton roman. Je pense par exemple au récit de l'intellectuel, de l'étudiant, de l'artiste qui vient à Paris apprendre et qui fait allusion à une réalité absolue des intellectuels latino-américains depuis la fin du 19e jusqu'à nos jours. Je pense à ces voyages initiatiques des écrivains en herbe. Hein, et ton personnage, il ne va pas aboutir par rapport à ces projets d'études du début, mais il y a depuis son arrivée une sorte de soif de connaissance et pour laquelle évidemment Paris reste dans l'imaginaire latino-américain le centre. Mais je dirais aussi que le roman s'inscrit dans un autre sous-genre plus récent et plus engagé, qui est celui des investigations menées par les enfants au sujet de leurs parents morts pour des raisons politiques, et qui s'est beaucoup développé, surtout en Argentine les dernières années, mais pas que. Et si on met à côté cette recherche des raisons qui ont fait que ses parents soient morts et le récit d'un échec, d'un désenchantement politique, d'un échec souvent individuel, on pourrait se poser un peu la question au sujet de ce qu'on appelle l'éthique de la défaite. Et ça a été théorisé par des universitaires, mais ça a été surtout pratiqué par Juan Sasturain dans Manuel de Valladolid. Finalement, la position héroïque n'est plus celle de celui qui se bat, qui combat, qui risque sa vie dans le combat, mais la position héroïque de celui qui était défait par l'histoire et la résistance. C'est-à-dire ces personnages qui apparemment ne font pas la chose, mais qui n'appliquent pas leur conviction et qui continuent à être là et à attendre de pouvoir avancer. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que oui, enfin, en tout cas, ce que j'ai essayé de faire dans ce roman-là, c'est de justement confronter le père
depuis une position politique, à partir d'une opposition en fait politique. Hein. Le fils étant un anti-pinochetiste radical, pour ainsi dire, absolu, et le père étant un pinochetiste convaincu. Et donc, c'est en quelque sorte aussi un roman sur la filiation et sur ce rapport justement ambigu au père, car la question qui se pose, en fait, le protagoniste, le héros du qui est le père, en fait, hein. Il y a une interrogation, une question là-dessus. Et il se trouve que le père est un sujet, effectivement, qui fait partie de la mouvance pinochetiste. C'est un pinochetiste de cœur, si j'ose dire, authentiquement convaincu des bontés, pour ainsi dire, du régime de Pinochet, mais en même temps, qui donne dans une certaine... pour ainsi dire, corruption, qui participe activement parce que, par pure amitié, n'est-ce pas, il prête son garage, enfin bref, je ne vais pas raconter le roman, mais il est en fait, il fait partie de la répression, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que le fils apprend. Mais en même temps, il y a un rapport très intime et très tendu entre père et fils, parce que des trois fils qu'il a, cet homme pinochetiste, cet homme de travail, n'est-ce pas, etc., toute cette espèce de poujadisme qu'il y a là-dedans, dans cette vision pinochetiste du monde, travail, patrie, n'est-ce pas, Dieu, travail, patrie, etc., famille. C'est le protagoniste, celui qui vit à Paris, donc celui qui prend le chemin de l'exil, etc. C'est le seul à essayer de savoir, à aller enquêter et à essayer de savoir qui est réellement le père. Hein. Et donc, il y a en effet une double défaite. Il y a en effet une double défaite, c'est la défaite du rapport au père, en quelque sorte, et c'est la défaite, n'est-ce pas, c'est la défaite historique, c'est la défaite, en fait, parce que le roman se situe dans un présent du récit, à l'époque de la transition, en fait, hein, ce qu'on appelle la transition lorsque la démocratie, disons, a été déjà récupérée au Chili, au début des années 90, ou vers le milieu des années 90. N'est-ce pas? Mais évidemment, il y a un autre temps historique qui est le temps de la dictature, qui n'est pas très loin, et donc il y a une structure en fait, de pendant, de contrepoint entre le temps de la dictature et le présent. Et dans ce présent historique, on devine déjà en quelque sorte la défaite de l'idéal, pour ainsi dire, qui a inspiré le gouvernement d'Allende, c'est-à-dire idéal de changement, idéal de société plus juste, idéal de société plus fraternelle, etc., etc. Et tout cela commence à se briser, voilà. Et petit à petit, on s'installe dans la, entre guillemets, normalité, quoi. Savoir une démocratie avec toutes les limitations que cela comporte. Et donc, oui, mais toute littérature latino-américaine, en fait, ayant enfin, de ce genre, je parle de ce genre de roman, hein, c'est toujours une littérature de la défaite. Hein. En fait, ce n'est qu'un constat, finalement. Je pense. Hein. Parce que même le Vargas Llosa, le grand Vargas Llosa, c'est-à-dire cet écrivain génial qui
qui entre 24 et 35 ans publie 3 des romans les plus importants, n'est-ce pas, de la nouvelle littérature latino-américaine. Je pense à La Casa Verde, Conversación en la Catedral, n'est-ce pas, ces grands romans, alors que Vargas Llosa n'était pas encore devenu ce viejo momio, comme on dit, n'est-ce pas, ce conservateur affreux qu'il est aujourd'hui. Eh bien, c'est des romans de la défaite, en fait. Hein? Il y a une épique de la défaite là-dedans, certainement. Donc, on est tous héritiers de ça, en quelque sorte. Oui, justement, je pense que la question que je vais laisser à décider à l'âme, c'est un petit peu dans ce sens. Parce que dans le premier roman, donc là où la terre se termine, on voit dans la couverture l'image d'un père et son enfant qui regardent un horizon lumineux. J'entends rien. Je suis désolé, mais j'entends rien. Je tiens. Est-ce que c'est le micro là? Tu peux l'enlever? Ah non, on peut pas l'enlever. Donc, je disais que dans le premier roman, là où la terre se termine, on voit dans la couverture, le premier roman de Destiré et Alain Frappier, hein, dans la couverture, on voit un père et son enfant qui regardent un horizon lumineux. Et les dessins du livre et les illustrations sont plus claires. Et dans le tome, le temps décembre, c'est mon interprétation, hein, peut-être je me trompe, on verra avec eux après. Dans le deuxième tome, on voit dans la couverture un papillon qui s'envole pour devenir inatteignable. Et on voit dans ce deuxième roman donc, beaucoup plus de pages sombres que dans le premier roman. Est-ce que vous pouvez, est-ce que mon interprétation est... Oui, tout à fait. Je vais juste un petit peu avant rebondir sur le livre de Mauricio Electora, parce que on entend bien avec celui-là ou pas? Oui. Oui. Là, oui. Parce que en fait, quand on parlait de nos influences, de ce qui nous permet de reconstruire un pays en images et tout, c'est la littérature aussi. Et d'abord, ce livre, il est magnifiquement écrit, j'adore. J'adore comment il arrive à faire le passé et le présent. On passe de l'un à l'autre sans qu'on explique personne, rien. Tout d'un coup, hop, c'est le père qui parle, qui arrive au milieu des pensées et tout ça de l'écrivain et tout ça. Et je trouve ça très bien. Je sais que comme on va faire un troisième tome qui sera justement plus dans une ambiance roman policier avec les marins qui ont dit non, on va se nourrir de... Moi, je ne connaissais pas. Donc, je suis très heureuse qu'on soit invités ensemble parce que ça m'a permis de le découvrir et je pense que ça va être un apport encore précieux pour nous, littéraires, pour ce qu'on veut faire. Et sinon, je vais répondre maintenant à la question sur le papillon parce qu'on s'est un peu battu pour avoir cette couverture. Au départ, c'est Soledad qui m'a dit qu'elle adorait chasser les papillons quand elle était petite et elle m'a dit aujourd'hui, on hésiterait à chasser les papillons parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Mais ça représentait pour nous vraiment une métaphore et une analogie aussi parce que entre l'unité populaire et l'histoire de Soledad, parce que cette petite main d'enfant qui essaye d'attraper un papillon, c'est l'éphémère, c'est la beauté et l'éphémère. Et je pense que c'était un peu comment elle a pu être ressentie par le peuple, en tout cas nous, les échos qu'on a eus par rapport à Allende, en nous disant ça a quand même été une période, vous avez parlé d'amour, de choses merveilleuses, une relation amoureuse et tout ça. Et du coup, on trouvait que ça représentait très bien ça, cette image de l'unité populaire. Et il y avait une double analogie dans cette histoire-là, parce qu'en fait, l'histoire de Soledad, d'amour de Soledad et Ricardo, qui s'appelle aussi Alejandro dans son nom politique, elle dure juste 1000 jours. Ils se rencontrent en août, avant l'élection de l'unité populaire, enfin un peu plus, mais à peine. Et il est arrêté une semaine après le coup d'État. Et donc, c'était incroyable de voir en fait que cette histoire d'amour, elle durait exactement le même temps. Et c'est très, très rapide, en fait, 3 ans. Hein, parce que nous, on a mis 3 ans à écrire le livre aussi. Donc, on a vu ce que c'était et les gens qui ont vécu l'unité populaire nous ont tous dit on n'arrêtait pas du soir au matin. Ce qui
qui étaient ouvriers, ils reprenaient leurs études le soir, ils militaient le week-end, ils travaillaient à l'usine pendant la journée. Ceux qui étaient étudiants, souvent, ils abandonnaient leurs études pour faire comme Ricardo, aller dans les campamentos, aider les gens, ou sinon, ils continuaient leurs études parce qu'ils étaient médecins et du coup, ils allaient aider au niveau de la médecine dans les campamentos ou dans dans les campagnes et tout ça. Donc, il y avait une hyperactivité comme ça qui fait qu'on n'arrêtait pas du lever du jour au soir à lutter, à espérer de faire marcher cette unité populaire qui était leur gouvernement. Il y a une très belle chanson qui dit ça. Hein. Maintenant, c'est notre gouvernement. C'est pas un président qu'on a élu, c'est notre gouvernement. Et voilà, donc cette image avec le papillon, parce qu'au début, quand on a proposé ça à notre éditeur, il nous a dit non, on va croire que c'est un livre pour enfants. Et voilà, donc, mais du coup, on a mis le bidonville derrière, enfin pas le bidonville, le campamento derrière, qu'on n'avait pas mis au début, et du coup, elle est passée. Mais c'était une image importante. Mauricio, il y a un moment de la part du personnage qui est plutôt... J'entends très mal avec ce micro. Est-ce que tu pourrais essayer de parler avec l'autre là, parce que avec ce micro-là, je perds la moitié des mots. En fait. Merci. Pardon hein, de vous déranger avec ces détails techniques, mais... Ça va mieux? Là, ça va mieux, oui. Ok. Alors, je te disais qu'il y a un ton commun de la part du personnage qui est plutôt contemplatif, c'est un personnage qui a tenté de prendre distance avec les douleurs et les drames du pays natal. À un moment précis, néanmoins, il se laisse rattraper par la violence. Un moment où il risque de devenir, je pense, ce qu'il déteste le plus, où le face-à-face avec l'ennemi peut l'amener à se voir dans le visage de l'autre. Cette violence est libératrice, d'une certaine façon, parce qu'elle est la conséquence d'une vérité qui a été trouvée. Mais en même temps, elle est ambiguë, parce que la frontière entre la justice et la vengeance est très, très, très subtile, et très mince. Et la sanction du crime qui effectivement a existé est une sanction individuelle, pas une sanction collective. Ça m'a fait penser, je ne sais pas si tu l'as vu, au film argentin qui a eu l'Oscar au meilleur film étranger 2009 qui s'appelle El secreto de tus ojos, où il y a aussi une forme de châtiment qui est absolument privée puisque la justice institutionnelle n'est pas capable de rendre sentence. Et donc, on pourrait penser que dans la période immédiatement postérieure à la dictature, il n'y avait pas, ce n'était pas concevable, une forme de justice qui ne soit pas individuelle. Est-ce que depuis, tu considères que les choses ont changé? Écoute, je pense qu'il y a les deux formes en quelque sorte, les deux rapports au réel pour ainsi dire. Enfin, l'État qui essaye de faire un travail de réparation. Au Chili, il ne faut pas oublier qu'il y a une prison consacrée aux criminels de droits de l'homme, enfin, etc., aux tortionnaires, anciens tortionnaires, etc., etc. Mais il y a aussi cette dimension personnelle. Et je pense que là, c'est ce qui m'intéressait moins en fait de souligner davantage, c'est-à-dire comment l'histoire peut défaire aussi une famille. Comment l'histoire, comment la politique, comment l'histoire récente peut modifier substantiellement, définitivement, radicalement une relation filiale, par exemple, parce qu'en fait, ce que découvre le protagoniste, c'est qui est son père, et ce père qui est son père, finalement, c'est un compagnon de route des tortionnaires, au fond. Hein, et voilà qui est le père. Il est beaucoup plus que ça, il est d'autres choses à côté de ça, bien entendu. Mais et donc voilà le gouffre en quelque sorte. Hein, voilà le gouffre, l'abîme, pour ainsi dire, personnel
auquel le protagoniste sur lequel il se penche, et il voit l'histoire, dans l'histoire de la famille en quelque sorte, et de ce rapport, n'est-ce pas, filial, s'inscrit l'histoire du pays. Et donc voilà, c'est un peu, c'est pour ça que le protagoniste, quand il va prendre la justice par ses propres mains, il va faire justice par lui-même, et il se dit à un moment donné, mais non, il ne le pense même pas, mais il se rend bien compte que ce serait de réellement s'abaisser en quelque sorte au même niveau, aux mêmes conduites, à la même abjection en fait, n'est-ce pas, que ceux qu'il exècre, n'est-ce pas, qu'il combat, etc., etc. Voilà. Mais voilà, je pense qu'il y a un axe effectivement dans ce roman. J'ai pas insisté ou j'ai pas mis l'accent sur le côté justice d'État qui existe, qui est toujours en deçà, en quelque sorte, des réalités, bien entendu. Mais mon intérêt, c'était justement de voir que fait un fils avec un père. Qui est le père? Et qui est ce père radicalement autre, au fond? Et même à tel point qu'il est de l'autre côté du spectre politique, non seulement du spectre politique, mais des conduites humaines, au fond. Hein, voilà. Et donc, par là, il y a une sorte, peut-être, de discours sur le Chili, tout simplement, sur le Chili contemporain, même. Enfin, oui, parce que là, vous m'entendez? Vous m'entendez bien, là? Oui. Bon, oui, en fait, moi, c'est ce qui nous a beaucoup aussi troublé avec Alain quand on a enquêté sur le Chili, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui se sont brisées avec le coup d'État de Pinochet, et que nous, on a eu des gens qui nous ont raconté, des femmes qui avaient 4 enfants, mais dont aucune famille n'a voulu aider, ni du côté de la famille du mari, le mari était en prison, et ni du côté de la famille du mari, ni du côté de la famille de la femme, parce qu'ils étaient de gauche et que la famille était de droite. Et en fait, c'était assez troublant parce que c'est pas, en général, quand c'est sa famille, on s'arrange un peu quand même. Et là, il y avait vraiment des ruptures très très fortes et qui perdurent encore aujourd'hui. Et en fait, je me dis que c'est aussi un peu quelque chose qui tient du fascisme, parce que j'ai vu ça en Allemagne, par exemple, pendant le nazisme, où les gens étaient prêts à sacrifier leurs enfants pour voilà, par rapport au fascisme. Mais j'ai eu l'impression que c'était quand même quelque chose d'assez particulier au Chili, et après que j'ai retrouvé dans d'autres États comme ça, d'une violence assez extrême. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le traiter comme ça, parce que on a l'impression que la cellule familiale, c'est quelque chose qui se... Merci. D'ailleurs, je voulais vous remercier, Désiré, de vos paroles sur le livre, etc. Ça me touche beaucoup. Merci très sincèrement. Je pense que oui, il y a cet ordre-là des choses, la façon dont l'histoire irrompt et s'installe et modifie radicalement les liens de famille. Au Chili, moi j'ai été, quand j'habitais à Paris et que je venais en visite à Santiago, j'ai été toujours sidéré dans certaines situations de famille, de repas familiaux, enfin bref, où on ne pouvait pas parler politique, par exemple. Ça me dépassait. Mais comment, avec ta sœur, avec ton beau-frère, etc., tu peux pas parler politique? C'est incroyable. Et on me faisait savoir par des signes, on prenait toutes sortes de préventions pour me signaler que lors de ce repas, etc., de cette réunion de famille, la politique était exclue. C'est quand même hallucinant. Il y a quelque chose qui ne s'est pas refermé là-dedans. Hein, il y a une sorte je dirais, de blessure, de distance, hein, qui est encore très vivante, de plaie, disons. Hein. Et cela se vérifie aujourd'hui
avec justement ce référendum qui aura lieu dans quelques jours là. Vous le voyez tout le temps. Enfin, c'est manifeste. Là, j'entends rien, pardon, mais j'entends rien. Non, il entend dans celui-là. Il entend, tout à l'heure, il entendait. D'accord. Bon, on va essayer. Là, tu m'entends? Allô? Tu entends? Là, j'ai perdu complètement le son. Alors, ce que je disais, c'est que, étant donné tout le parcours historique que nous avons fait, tu venais de me donner la transition idéale pour la prochaine question, parce que je ne peux pas résister à la tentation de vous demander, comment voyez-vous tous les trois les mouvements de rébellion sociale et politique qui ont éclaté au Chili il y a tout juste un an, et quelles sont les attentes que vous avez par rapport au référendum prochain? Qui commence? Allez-y, allez-y. Allez-y. Je recommence? Oui, allez-y. Oui, vas-y. Enfin, moi, quand on a commencé à travailler sur là où se termine la Terre, une des premières choses que nous a dit Pedro, c'est aujourd'hui au Chili, c'est foutu, on a oublié toute mémoire de l'unité populaire, les gens ne pensent qu'à leur écran plat, ils sont à fond dans la consommation et il n'y a plus rien et on n'en ressortira plus rien. Et il a un rejet total du Chili. Lui, il est installé en France et il a vraiment un rejet du Chili. Quand on a écrit Le Temps des Humbles, on a vu tout d'un coup 1 million de personnes et après 1 800 000 personnes sortir dans les rues de Santiago. Je veux dire, dans un pays qui a 13 millions d'habitants, ça arriverait à Paris, ça arriverait en France, aux 16 millions d'habitants, ça arriverait en France, ça fait qu'il y aurait 10 millions de manifestants à Paris, ce qui n'est jamais arrivé. C'était incroyable. Donc, on a vu tout d'un coup que c'est pas vrai. C'est ce que dit... c'est cette histoire de ramification, de choses qui continuent sous terre en fait et qui réémergent, hein, comme justement les champignons aussi, hein, où il y a des rhizomes. Et en fait, de voir que ça a été pour nous merveilleux. En plus, nous, on était en train d'écrire Le Temps des Humbles et tout d'un coup, on a tout le temps été rattrapés par l'actualité dans ce livre. Alors nous, on voulait justement expliquer, on comprenait au fur et à mesure qu'on avançait qu'en fait, on voulait parler d'un autre pays et en fait, on parlait de notre passé, c'est-à-dire avant ce laboratoire de l'ultralibéralisme. Et plus ça avançait, plus je me disais, mais en fait, on parle de notre passé, on ne parle pas du Chili. Et tout d'un coup, hop, il émerge, parce qu'il y a eu les Gilets jaunes. Et dans les manifestations de Gilets jaunes, il y a eu beaucoup de Chiliens à Paris qui étaient présents. Et après, il y a eu ce printemps chilien là, énorme. Et voilà, qui a été porteur d'énormément d'espoir. Après, je vais dire, depuis quelques années, depuis longtemps par rapport à nous, hein, parce qu'il n'y a pas une génération comme ça, on a une génération où on a des gouvernements successifs qui sont très très forts pour tuer l'espoir. Donc, je veux dire quand même, ce qui se passe aujourd'hui au Chili, on a l'impression que, de toute façon, moi je pense que Le Temps des Humbles est quand même un livre optimiste dans ce qui est devenu Soledad aujourd'hui, dans cette grande éclosion. Mais n'empêche, j'ai quand même l'impression qu'on est face à une machine qui est très 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 puissante pour protéger ses intérêts et qu'elle arrive toujours à tout blinder. Et qu'en ce moment, elle est en train d'essayer de tout blinder pour que la Constitution, ça puisse pas être quelque chose une vraie rencontre démocratique. Je veux dire, la démocratie, maintenant, elle sert d'ailleurs, vous avez fait presque le geste que font tous les Chiliens quand ils disent le retour à la démocratie, ils font les guillemets comme ça, mais la démocratie, elle sert à justifier l'autoritarisme en France de plus en plus. Et j'ai l'impression pas qu'en France, au Chili, c'est pareil. Donc, c'est très dur, hein, c'est très violent. Donc, en fait,
Voilà, nous, on a espéré voir le temps des humbles revenir, en fait, très fort. On a vu qu'ils étaient toujours là. Et on espère qu'au moins la constitution de Pinochet soit changée. Mais on sait qu'on a en face un ennemi qui est très, très puissant. Donc, voilà. Mais je pense qu'il faut avoir de l'espoir. Pardon, je te laisse parler un peu. Non, non. Oui, oui, on est trois. Ben oui, mais moi je pense que tu as dit tout ce que. Non, non, je dois dire que Le Temps des Armes, notre livre, il est rempli des rumeurs et de la rébellion qui a eu à la fois en France et au Chili. Donc, puisque nous, on a mis 3 ans pour faire ce livre et que depuis le 18 octobre 2019, on avait l'impression que les personnages qu'on était en train de montrer, de dessiner dans Le Temps des Armes, ils étaient en train de revivre au Chili. Donc, voilà, et on espère de tout cœur qu'ils vont arriver à résister au raz-de-marée et au poids, au plomb fondu dans les fusils et les armes automatiques de l'armée chilienne. Il ne faut pas renoncer à l'espoir. La dictature bolivienne vient d'être défaite, elle aussi. Nous savons tous que ce ne sera pas facile pour le nouveau gouvernement, mais ça a été fait. Mauricio. Oui, merci. Écoutez, oui, je disais à une amie il y a quelques jours que j'étais très heureux, très content d'avoir la possibilité de voter ce dimanche, de marquer avec un stylo sur un bout de papier ma préférence. Parce que moi, j'appartiens à une génération qui a été votée lors du plébiscite du référendum organisé par la junte militaire et Pinochet d'une façon absolument frauduleuse, d'une façon absolument corrompue, d'une façon absolument autoritaire, et qui a en fait consacré cette constitution que Pinochet a donnée à ce pays. Et je dirais que j'ai vécu, je me souviens très bien, j'avais 20 ans, on a voté, on a tous été votés pour le non, bien entendu, pour refuser cette constitution. Mais évidemment, la constitution a été imposée par, je sais pas, 78% des voix, alors qu'il n'y avait même pas de registre électoraux, etc. Il n'y avait même pas de service compétent en la matière. On se faisait apposer une sorte de cachet sur la pièce d'identité, c'était tout. Et donc, voilà, pour nous, je dirais, pour ma génération, ça a été une défaite particulièrement cuisante parce que cela nous a démontré à l'époque qu'il n'y avait rien à faire, qu'il n'y avait pas d'issue et on a compris que la dictature serait éternelle, car toute dictature est éternelle jusqu'au moment même où elle tombe, hein, où elle s'achève. Et donc, on était dans la longue nuit de la dictature. Et cela nous a poussé, je pense que à beaucoup d'entre nous, hein, c'est ce qui nous a poussé en dernière limite à quitter le pays. Certainement. Et donc là, je suis particulièrement heureux de pouvoir être ici au Chili aujourd'hui, être ce dimanche à Santiago, et avec le même crayon, en quelque sorte, marquer ma préférence et de faire cette constitution qui nous a défait, en quelque sorte. Voilà. Je pense que, par ailleurs, le camp le camp du refus au changement est extrêmement mince. La droite est complètement divisée, il faut le dire. Et il y a une partie de la droite qui est complètement pour une nouvelle constitution. Donc, à mon avis, le oui à une nouvelle constitution va l'emportera. Il s'agit maintenant de savoir pour quelle
quel sera le pourcentage, disons, d'approbation de la nouvelle constitution. Je pense que cela va apaiser en bonne mesure les choses. De ce point de vue-là, je suis optimiste. Le Chili est un pays où la politique est quand même, et cela a été toujours le cas, la politique est très importante au Chili. C'est un pays qui a beaucoup de problèmes, de difficultés, de carences, certainement. Mais c'est un pays, et ça reste un pays extrêmement politisé. C'est curieux. C'est curieux, mais c'est comme ça. Et où les gens ont des choix très clairs. Les gens peuvent être pas cultivés, ils peuvent être mal éduqués, ils peuvent recevoir, dans le sens qu'ils reçoivent une très mauvaise éducation publique qui n'existe quasiment pas ou très peu, et en tout cas, elle est de très mauvaise qualité, etc. Tout ce que l'on sait, les gens peuvent avoir une santé très... des soins, l'accès aux services de santé très, très mauvais, etc., etc. Mais ils savent, il y a une sorte de sagesse bizarre au Chili. Les gens savent où sont les choix réels et importants de société et les choix d'avenir. Et de ce point de vue-là, moi, je suis plutôt confiant et je suis plutôt optimiste. Je pense que petit à petit, un nouveau pays va émerger de tout cela. Et ce nouveau pays va enterrer surtout des décennies de domination d'un discours absolument économiciste. Au Chili, l'une des dernières images du gouvernement, enfin de ce qu'on appelle le Chili républicain est, n'est-ce pas, l'hommage national rendu à Pablo Neruda lorsqu'il rentre au pays après avoir reçu le prix Nobel au Stade national, il fait le tour du Stade national, enfin bref, c'est une cérémonie d'État, si vous voulez, bon, un peu folklore, mais c'était quand même un poète, c'était quand même le poète chilien. Voilà. La dictature a consacré un modèle où le discours dominant a été celui des économistes. On n'a plus jamais entendu personne d'autre. On n'a jamais plus entendu une autre voix que celle des économistes. De droite ou de gauche, hein, parce que la démocratie l'a consacré à continuer, en fait, ce modèle. Hein. Et donc, je pense que le peuple, le vaste peuple chilien, je parle du peuple démuni, du peuple des secteurs populaires, des poblaciones, des bidonvilles, etc., de provinces, des jeunes, mais aussi des classes moyennes, contestent cette réalité dans les faits. Hein. Pardon. Mais c'est vrai que nous, ça nous a beaucoup troublé, enfin troublé plus, hein, mais par rapport au Chili, c'est pour ça que je dis aussi que c'est un livre optimiste, c'est qu'on s'aperçoit de la mobilisation du peuple quand il y a Allende. C'est un peuple qui est très politique, c'est d'une intelligence dans la bataille du Chili. Tous les gens qui sont interviewés, que ce soit les mineurs, que ce soit les ouvriers dans les usines, que ce soit les gens dans la population, ils ont un discours très lucide et très intelligent, et qui n'est pas un discours formaté, hein, c'est pas du tout un discours, c'est un discours parce qu'il y a une culture politique qui est là depuis très longtemps. Et ça nous a beaucoup troublés. Mais en tout cas, merci, parce que je suis contente d'avoir un retour optimiste sur cette constitution. Moi, je sais que je me dis que bien sûr, ça va être oui pour changer la constitution, mais après, c'est comment elle va être changée. Mais c'est vrai que, voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose aussi que nous, on a, et qui est aussi dans ton livre, hein, c'est que les Chiliens, ils ont une façon d'avoir de l'humour sur tout. Je veux dire, même quand ils vous racontent, quand ils ont été arrêtés, il y a une autodérision comme ça, il y a un humour, mais qui est très sud-américain, et que nous, on n'a pas spécialement les Français, en fait. Hein. C'est vrai qu'on a l'esprit polar, on a l'esprit de plein de choses, mais on n'a pas cette autodérision. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour essayer, bon, à la fois, je parlais de quelqu'un d'autre, donc ce n'était pas pareil que quand on parle de soi, hein. Mais voilà, c'est quelque chose de très merveilleux, je trouve, hein, voilà, que moi, j'avais rencontré dans la littérature avant de le rencontrer chez les Chiliens. Voilà. Merci beaucoup. Merci, tu nous entends? Oui, parfaitement. Là, je vous entends parfaitement. D'accord, mais alors je pense que nous sommes au bout de notre entretien. Je ne sais pas s'il y a des questions d'un public.
qu'on voudrait poser? Oui, mais alors là, le problème va être le... Ah, le troisième tome. De quoi parler le troisième tome? Ah, d'accord. Voilà. En fait, le troisième tome, il va parler des marins qui ont dit non. Et qu'est-ce que tu dis? Les marins qui ont dit non, en fait, on avait envie d'offrir, plutôt que d'avoir une idée fermée sur ce qu'avait été l'unité populaire, parce que c'est quand même un moment très, très complexe et très bouillonnant, on préférait avoir comme un peu un kaléidoscope avec plusieurs regards, plusieurs vues et tout ça. C'est certain que pour Soledad, l'unité populaire, ça a été un moment exceptionnel et absolument magnifique où en fait, son rêve, c'était d'avoir une maison. Elle a obtenu une maison. Et même si ça finit tragiquement pour elle, aujourd'hui, elle est avec des enfants qui parlent 4 langues et elle a fait des enfants en disant ils pourront avoir une éducation. Donc, quelque part, ça a changé sa vie dans un sens voilà, qui était aussi positif, même s'il y a quelque chose d'infiniment tragique. Mais dans l'histoire des marins qui ont dit non, c'est un peu plus complexe et ça va regrouper aussi un peu l'histoire de la marine en général et des révoltes des marins en général. Mais il y a eu plusieurs révoltes de marins au Chili. Mais pendant l'unité populaire, comme c'est les marins qui ont fait le coup d'État, il y a des jeunes matelots et il y avait vraiment oui, qui ont initié le coup d'État. Mais enfin, c'est eux qui débarquent quand on dit que le coup d'État démarre, c'est eux qui le démarrent, quoi, et qui le préparent aussi, hein, beaucoup. Oui. Ah oui, non, ils sont aidés, ben, bien sûr, avec les États-Unis. Mais justement, c'est ça que ça va montrer, c'est que ces jeunes marins, ils voient leurs supérieurs s'entretenir avec les Américains. Ils voient les rendez-vous qui sont de plus en plus souvent. Donc, et c'est là où c'est un côté assez roman policier. Donc, ils finissent par ça. D'abord, ils avaient eu mis beaucoup d'espoir par rapport à Allende, mais Allende, il descend jamais dans la cale pour les voir, hein. Il reste toujours avec les supérieurs parce qu'Allende, il veut vraiment donner confiance aux armées et il dit toujours que l'armée est légaliste et tout ça. Donc, il va toujours vers les supérieurs. Ils disent que quand il y a, par exemple, Fidel qui vient au Chili, la première chose qu'il fait, c'est qu'il est accueilli par les amiraux et tout ça sur les bateaux. Il dit « Ah non, mais moi, je vais voir les matelots ». Ce que n'a jamais fait Allende. Donc, eux, ils ont une vision un peu différente, mais cela dit, c'est quand même leur gouvernement, c'est quand même un gouvernement qui leur est très cher et pour lequel ils veulent se battre. Et quand ils se rendent compte qu'il va y avoir un coup d'État, ils essayent d'avertir Allende, mais Allende refuse de les entendre. Et après, du coup, ils vont essayer d'avertir d'autres mouvements, comme le mouvement du MIR, comme les socialistes et tout ça, le côté très à gauche des socialistes et tout ça. Et ils vont décider de contrer le coup d'État, de partir avec les bateaux au large, mais ça va être dénoncé et ils vont être arrêtés et torturés pendant l'unité populaire. Donc, ça va offrir un autre regard que celui de Soledad sur comment a pu être perçu. Ils disent qu'ils ont mis très longtemps à comprendre parce que leur mère, après, va essayer de voir Allende pour dire « mais nos enfants sont arrêtés, c'est pas juste, et tout ça, ils vont mettre très longtemps à comprendre pourquoi ça s'est passé et pourquoi ça… Alors, c'est sans porter aucun jugement, hein, c'est juste des perceptions différentes. Parce que nous, on n'a pas du tout envie de porter de jugement et on n'a pas d'idée définie, en fait. C'est très complexe. Il y a des gens qui vont nous dire « oui, mais Allende, c'était un réformiste, donc il a fait exprès en France ». Il y a une extrême gauche comme ça qui a une vision d'Allende, très tranchante. Moi, je ne me permettrais absolument pas de dire ce genre de choses, hein. Je préfère faire parler les gens et voir comment les gens ont ressenti les choses et je ne me sens pas en mesure de juger, par contre. Voilà. Oui, voilà. Je suis désolée, mais étant donné l'heure, je vais bien vous donner la parole. Mauricio, je ne sais pas si tu sais que nous sommes sous un couvre-feu à Lyon. Et donc, avant oui, je sais, il faut que nous soyons tous à la maison. Et donc, je vais laisser la parole encore pour une question et après, il va falloir fermer. Oui, il va falloir que je la retransmette parce qu'il ne va pas vous entendre. Oui. Et elle voudrait savoir dans quelle mesure l'exil de ton personnage conditionne son enquête. C'est-à-dire… Oui, oui, l'exil… L'exil, c'est un choix politique, hein, en tout cas cet exil-là. Et donc, il conditionne l'enquête, bien entendu, parce que le personnage commence à avoir des soupçons très vite, qui s'avèrent très vite être dans la bonne voie, disons,
sur l'accointance, au fond, de son père avec les leaders, de la répression au Chili. Et donc, voilà, il commence à découvrir par là, dans l'horreur, en quelque sorte, la véritable face, ou la face cachée de ce père. Et en même temps, bon, il va le confronter, voilà. Mais l'exil, oui, bien entendu, c'est absolument déterminant. Je le redis, c'est un choix politique, c'est un choix de vie. À un moment donné, on choisit de ne pas subir. Quand je parlais là du référendum des années 80 de Pinochet pour cette constitution, quand on ne peut pas agir, quand on ne peut plus agir, quand on ne peut plus vivre en liberté, n'est-ce pas, et se comporter en tant que citoyen, eh ben, on a le choix de partir. Voilà. Donc, effectivement, c'est déterminant. Je te remercie beaucoup de cet entretien et du temps que tu nous as consacré, pareillement pour vous deux. Et je vous remercie le public et je suis désolée de ne plus avoir le temps pour vous écouter davantage. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Merci beaucoup.